Merci Eliane. Donc c'est une communication qui se fera à deux voix avec ma collègue Aude Baille, qui est responsable d'opérations archéologiques à Chartres Archéologie et qui dirige actuellement les fouilles qui sont réalisées aux abords de la cathédrale. Alors merci tout d'abord aux organisateurs et particulièrement à Irène Jourdeuil et Fabienne Audebrand de nous avoir sollicité pour cette communication qui va effectivement tâcher de faire un petit état des connaissances et de vous donner des données fraîches, si je puis parler ainsi, avec toutes les réserves qui s'imposent évidemment parce que c'est des données qui sont en cours d'analyse et en cours d'étude. Alors le sujet des origines de la cathédrale de Chartres a fait couler beaucoup d'encre depuis la fin du Moyen-Âge. En effet, c'est dès le XIIIe siècle que fut progressivement forgée ce qu'on appelle la légende chartraine, qui attribue à cet édifice une fondation pré-chrétienne mythique, dans une logique de recherche des origines, dont les formulations, ici à Chartres, furent particulièrement exacerbées. Depuis le XVIIIe siècle, de nombreux savants et chercheurs se sont attachés à retrouver les traces des premiers lieux de culte qui précédèrent la reconstruction de la cathédrale de Fulbert à partir de 1020, et dont l'existence est attestée au moins depuis 743, date de la première mention de la cathédrale lors du siège de la ville par le duc d'Aquitaine Hunaldus. La présence d'un siège épiscopal est assurée à partir de 511 lors du concile d'Orléans, mais elle est très probable dès le Ve siècle. Et elle suggère que la ville ait abrité une première ecclésia, pour reprendre ce terme que Christian a mentionné, au cours de l'Antiquité tardive. La localisation géographique de ce premier édifice ne semble jamais avoir véritablement fait débat, puisqu'un large consensus se dégage pour situer cette cathédrale primitive à l'emplacement même où fut reconstruite l'église de Fulbert et où se trouve toujours aujourd'hui la cathédrale actuelle. Si ces différents travaux ont pu privilégier deux approches distinctes, l'une plutôt focalisée sur la cathédrale elle-même et sur les vestiges des maçonneries anciennes qui y subsistent, et l'autre adoptant une focale un peu plus large et tâchant de réfléchir à la place qu'occupe ce monument dans la trame de la ville antique d'Autricum, on va y revenir, beaucoup se sont contentés de synthétiser des données disparates et mal documentées sans produire de nouvelles informations. Toutefois, l'objet de cette communication n'est pas de refaire l'exégèse de ces différentes hypothèses. Nous nous attacherons plutôt à synthétiser ces deux approches et à analyser les résultats des dernières investigations conduites à l'intérieur de la cathédrale, sous le caveau Saint-Lubin, dans la suite des travaux de Christian, pour confronter celle-ci aux découvertes récemment effectuées aux abords de la cathédrale, lors du suivi archéologique conduit dans le cadre de la réfection du cloître Notre-Dame. Avec toute la prudence qui s'impose, là encore, car il s'agit d'un travail en cours, dont les données n'ont pas été encore entièrement traitées. Nous verrons que cette double focale invite à reconsidérer certaines découvertes anciennes, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de recherche sur les origines monumentales de la cathédrale depuis la fin de l'Antiquité. Alors commençons par le caveau Saint-Lubin. Pour rappel, celui-ci se situe sous le chœur de la cathédrale gothique, à l'extrémité orientale de la crypte annulaire construite par Fulbert. Comme l'indiquent les plans anciens, il s'agit d'un espace qui était autrefois cloisonné, indépendant de la crypte elle-même et directement desservi depuis le chœur liturgique de la cathédrale, comme on peut le voir ici sur ces plans anciens et notamment sur le plan de Montfaucon conservé à la Bibliothèque nationale. Le percement réalisé dans son mur nord, afin de mettre en communication le caveau Saint-Lubin avec la crypte annulaire, remonte à 1768, lorsque les travaux destinés à l'installation du groupe de l'Assomption de Bridan dans le chœur de la cathédrale conduisirent à condamner l'escalier installé au XIIIe siècle, qui reliait autrefois le caveau au chœur de la cathédrale gothique. Il s'agit d'un espace de plan hémicirculaire, dont le mur de fond est doté d'une série de niches, voûtées et délimitées du côté ouest par un mur droit. Dans les années 1901-1904, on en a parlé, René Merlet, directeur des archives départementales, fit réaliser une fouille au nord-ouest du caveau, mettant au jour les vestiges de construction antérieure à la cathédrale gothique. Ces vestiges archéologiques sont toujours conservés sous le chœur de la cathédrale, dans une sorte de petite crypte archéologique aménagée à la suite de cette fouille, avec pour objectif justement de laisser ces vestiges accessibles aux archéologues. Il s'ajoute à plusieurs découvertes archéologiques ponctuelles effectuées par Merlet ainsi que par Lefebvre-Pontalis dans les années 1890-1900. Ce sont sur ces vestiges que s'est appuyé l'essentiel de la littérature sur les origines de la cathédrale au cours du XXe siècle, sans que de nouvelles investigations ne soient effectuées à l'intérieur de l'édifice entre-temps.
À la fin des années 2000, le caveau Saint-Lubin a toutefois fait l'objet d'une nouvelle série d'observations conduites à l'initiative de François Hébert-Suffren et de Christian Sapin, avec l'appui du service archéologique de la ville de Chartres. Ces travaux se sont concentrés sur l'étude archéologique du bâti, c'est-à-dire sur une analyse croisée des modes de construction, des relations stratigraphiques entre les maçonneries et de leur datation absolue, effectuée sur les matériaux de construction eux-mêmes. Ces recherches ont abouti à la publication de 3 articles et elles ont permis de re-questionner les données archéologiques anciennes tout en mettant en évidence plusieurs sujets saillants sur la construction des parties orientales de la cathédrale de Fulbert. Ces travaux ont ainsi permis de proposer un schéma de principe pour le fonctionnement du caveau Saint-Lubin qui aurait existé avant la reconstruction de 1020 et aurait été intégré dans le projet de Fulbert comme un espace indépendant de la crypte annulaire, ne communiquant pas avec celle-ci, mais directement desservi par 2 couloirs latéraux, accessibles depuis le chœur des chanoines, dont l'un aurait été partiellement dégagé par Merlet du côté sud. La partie orientale de la cathédrale de Fulbert aurait ainsi fonctionné comme un espace composite, dont l'organisation était sans doute liée aux spécificités liturgiques requises par la vénération des reliques conservées dans le caveau Saint-Lubin d'une part, et de celles disposées dans la crypte et ses chapelles rayonnantes d'autre part. Sur le plan chronologique, ensuite, l'étude a permis de préciser la datation de certaines structures du caveau, dont l'attribution ne reposait sur aucune donnée vérifiable. Il apparaît ainsi que les maçonneries du chœur des chanoines, dégagées par Merlet, appartiennent au moins à 3 états d'aménagement différents. Les piliers rectangulaires présentent en effet des traces de taille plutôt caractéristiques de l'époque carolingienne, gouge ou polka, tandis que celle de la pile cruciforme, taillée à l'aide d'un marteau taillant, évoque plutôt le XIe siècle. Le muret qui ferme cet espace, disposé en appui contre ces maçonneries, apparaît lui-même comme postérieur au pilier rectangulaire et à cette pile cruciforme. L'espace en hémicycle, c'est-à-dire le caveau Saint-Lubin à proprement parler, au vu de ces techniques de construction utilisant le moyen appareil avec inclusion de briques et les joints rubanés, paraît lui aussi daté du XIe siècle. Et non de l'époque carolingienne, Christian l'a déjà dit tout à l'heure, comme cela avait été parfois suggéré par certains auteurs. En dehors de ces attributions chronologiques, basées sur l'analyse de méthodes de construction qui sont désormais bien documentées dans un large centre-nord de la France, le mur ouest du caveau, construit en appareillage alterné de briques et de moellons, a fait l'objet d'une série de datations absolues. Si les datations par thermoluminescence donnent des résultats qui peuvent apparaître contradictoires, la datation basse de certains éléments prélevés sur la partie sud du mur avait incité à placer celui-ci autour du Xe, voire du XIe siècle, bien après les périodes de l'Antiquité tardive, généralement admises pour situer sa construction. 3 autres analyses radiocarbone, réalisées sur des charbons contenus dans les mortiers de construction de différentes parties du caveau, donnent des dates qui se situent entre 707 et 973, plutôt cohérentes avec la chronologie plaçant ces maçonneries dans les derniers siècles du Haut Moyen-Âge. Alors toutefois, malgré ces avancées très concrètes dans la connaissance du monument, plusieurs questions restent en suspens et les problématiques relatives aux origines de la cathédrale avant le chantier de Fulbert restent entières. On peut ainsi s'interroger en premier lieu, et à la seule échelle du caveau Saint-Lubin, sur la chronologie précise du mur ouest que nous venons de mentionner. Si la partie méridionale pourrait en effet avoir été construite au Haut Moyen-Âge, voire autour du Xe siècle, sa mise en œuvre et sa position la distinguent assez nettement de la partie nord, dans laquelle se trouve le passage permettant d'accéder au couloir dégagé par Merlet lors des fouilles du chœur. Les assises de briques ne sont pas situées à la même altimétrie et les 2 murs, dont le parement n'est pas tracé sur le même plan, présentent des techniques de construction sensiblement différentes. Jean Laurent estimait en 1987 que la partie sud du mur serait postérieure à sa partie nord, sur la base d'observations effectuées à l'angle sud-ouest de ce même mur nord, mais cette zone est désormais entièrement enduite et ce point n'est pas vérifiable à l'heure actuelle. Il serait utile, par ailleurs, de pousser les investigations vers la pièce inférieure, qui est accessible depuis un soupirail disposé au devant du couloir d'accès à la fouille Merlet, pour tâcher d'y recueillir quelques indices supplémentaires. On peut ensuite, comme l'avait fait toujours Jean Laurent en 1987, adopter une focale plus large pour repositionner les données à l'échelle des différentes découvertes effectuées dans la cathédrale depuis la fin du XIXe siècle. Il est ainsi possible de se questionner sur le second mur qui avait été dégagé par Merlet, une dizaine de mètres à l'ouest du mur occidental du caveau Saint-Lubin, donc le deuxième mur qui apparaît en bleu ici. Merlet le date de l'époque romaine, mais nous ne disposons d'aucune description ou élément d'analyse supplémentaire sur cette maçonnerie.
Là encore, il faudrait pouvoir l'observer plus en détail pour préciser ce point. On constate par ailleurs que ce mur se poursuit vers le nord, au moins jusqu'au puits des Saint-Forts, autour duquel Jean Laurent indique la présence de maçonnerie ancienne. Il faut alors aussi s'interroger sur la façon dont ces vestiges s'articulent avec les autres maçonneries anciennes dégagées au cours des différents travaux conduits dans la cathédrale et la crypte. Les baies qui ont été observées par Merlet sous les bras du transept, les appareillages qui sont apparus lors des décrottages effectués par Yves-Marie Froidevaux dans les années 1975, ainsi que les 2 murs découverts en 1891 sous la croisée du transept, que Merlet attribue à la cathédrale du 9e, mais pour lesquels nous ne disposons d'aucune donnée documentaire. Mentionnons enfin l'existence de ce chapiteau remployé, publié par Merlet en 1904, mais qui n'a jamais véritablement été étudié et qui est toujours conservé dans le dépôt lapidaire de la cathédrale. Et je remercie Irène Jourdeuil de l'avoir réexhumé récemment et photographié à notre demande. Enfin, nous pouvons choisir d'adopter un point de vue plus large à l'échelle du quartier en replaçant la cathédrale dans le contexte monumental de la ville tardo-antique et tâcher de rechercher aux abords de l'édifice des indices qui permettraient de remonter au-delà de l'époque de Fulbert. Les données compilées par Jean Laurent en 1987 ont été enrichies depuis lors par plusieurs découvertes effectuées aux abords de la cathédrale. Les fouilles de 1990-92, conduites sur l'esplanade, ont ainsi permis de mettre au jour un bâtiment monumental à cryptoportique, réoccupé entre le IIe et le Ve siècle, qui précise le contexte dans lequel aurait pu s'insérer, ou à proximité duquel aurait pu s'insérer l'église primitive. Le site de l'église Saint-Serge-Saint-Bac, dont le chevet a été fouillé par Marcel Couturier en 1960, présente un intérêt notable par la richesse des niveaux stratigraphiques et des structures monumentales qu'il a livrées et sa situation topographique à proximité immédiate du caveau Saint-Lubin. On est dans les jardins actuels du musée des Beaux-Arts. La publication est relativement succincte, mais les photographies conservées aux archives départementales donnent quelques informations importantes. On s'arrêtera particulièrement sur les 2 murs parallèles retrouvés sous les niveaux de construction de l'église et dont l'axe est parfaitement perpendiculaire à ceux dégagés par Merlet sous le chœur de la cathédrale et que nous avons mentionné précédemment. Parmi ces 2 murs, le plus ancien, situé au nord, présente une méthode de construction en opus mixtum, c'est-à-dire une alternance de moellons et de briques, des dimensions et un niveau altimétrique comparables à ceux du mur nord-ouest du caveau Saint-Lubin. En dernier lieu, le suivi archéologique conduit depuis le début de l'année 2023 aux abords de la cathédrale apporte des informations inédites qu'il est possible, comme nous allons le voir, de mettre directement en perspective avec les vestiges que nous venons d'évoquer. Je laisse la parole à ma collègue Aude Baille pour présenter ces nouveaux éléments. L'opération archéologique des abords de la cathédrale a débuté en janvier 2023. Il s'agit d'une prescription de fouilles préventive, ce qui implique la présence obligatoire d'un archéologue lors de tout terrassement. La première phase des travaux a consisté en la réalisation de tranchées linéaires sur tout le pourtour de la cathédrale afin de renouveler le réseau d'eau potable ainsi que les câbles électriques. Le creusement de ces tranchées a fait l'objet d'une surveillance constante et les vestiges archéologiques repérés ont été enregistrés, relevés, topographiés et photographiés. La seconde phase, mise en œuvre à partir d'octobre 2023, est toujours en cours. Elle regroupe plusieurs chantiers. D'abord, le terrassement progressif de toute la surface du pourtour de la cathédrale et de certaines rues le desservant sur une profondeur minimale de 70 cm afin d'implanter des caniveaux à fente, de renouveler tous les réseaux restants et de réaliser un revêtement de surface homogène. Ce terrassement s'est effectué simultanément du côté nord et du côté sud avec des creusements ponctuels plus profonds suivant les besoins et les contraintes. Ensuite, la réalisation d'une fouille de 55 mètres carrés dans un puits blindé jusqu'à 3,90 mètres de profondeur afin d'installer un transformateur électrique. Cette opération techniquement compliquée s'est déroulée et se déroule encore en étroite collaboration avec les équipes d'EFAGE. Grâce à la compréhension des objectifs et obligations de chacun, nous avons pu faire de nombreuses et importantes découvertes, très souvent inattendues, tout en respectant les délais impartis et sans retarder l'avancée des travaux. Nous avons entre autres mis en évidence une trame monumentale antique primitive, particulièrement bien préservée au sud de la cathédrale. Cette découverte, ainsi que celle d'autres vestiges, confirme une réorientation de l'axe Vierre au cours du 1er siècle de notre ère. D'abord nord-sud, celui-ci se désaxe alors à 45 degrés par rapport aux points cardinaux. Les découvertes les plus importantes ont donc été effectuées au sud-est du chevet, avec en particulier la présence de 2 maçonneries parallèles,
perpendiculaire à l'axe de la cathédrale. La première maçonnerie, la plus à l'est, partiellement conservée, est régulièrement abîmée par des creusements postérieurs. Elle est constituée de rognons de silex liés par un mortier orangé plutôt compact. Ses parements semblent lissés et on note l'absence de petits moellons calcaires. Sa largeur est d'au moins 2,20 m et sa hauteur minimale atteint 1,20 m. Sur son arase, le mur présente une construction constituée de terre cuite architecturale soigneusement assisée. Liée par un mortier beige, englobée dans la partie nord-est de la maçonnerie qu'elle vient creuser, cette construction pourrait correspondre soit à un mur postérieur ayant utilisé la maçonnerie précédente comme fondation, soit à l'élévation proprement dite du mur, qui dans ce cas n'est pas disposée au centre de la fondation. On peut observer dans la coupe de cette maçonnerie au moins une fine couche rectiligne que l'on pourrait interpréter comme un niveau lié à sa construction. Un sondage effectué dans le prolongement de ce mur nous permet de savoir qu'il mesure au moins 25 mètres de long et se poursuit vraisemblablement sous les maisons situées au sud du cloître. Il serait important de poursuivre l'exploration des caves de ces bâtiments afin d'en retrouver d'éventuels vestiges. Le second mur, distant d'une dizaine de mètres, un peu moins large, lui est parallèle. Il a été dégagé à l'ouest, directement au pied de l'escalier du portail sud de la cathédrale. L'espace délimité par ces deux murs est comblé par une épaisse couche d'argile à silex remaniée. Opportunément localisé sur le tracé d'une buse, ce second mur a pu être observé sur près de 20 mètres de long. Il est constitué d'une fondation débordante, soigneusement construite en blocs de silex, liés par du mortier de chaux jaune orangé. Son parement oriental, qui a pu être observé sur quasiment 1 mètre de haut, est soigné, les blocs bien assisés et la surface lissée. Cette fondation servait de base à un mur légèrement plus étroit, dont elle a conservé l'empreinte. Il est constitué d'un blocage en gros fragments de terre cuite architecturale noyés dans le mortier. Le parement a disparu, mais devait vraisemblablement présenter une alternance de lits de terre cuite architecturale et d'assises régulières de blocs de silex. Comme pour le mur précédent, une exploration approfondie des caves situées au sud du cloître permettrait peut-être d'en retrouver la trace. Enfin, à une soixantaine de mètres vers le sud-ouest, une troisième maçonnerie monumentale a été découverte au début du mois d'octobre de cette année. Elle est formée d'une vaste embase mesurant au moins 1,40 m de long et 10 mètres 40 de long et 7,10 m de large. Ces dimensions ainsi que son épaisseur, qui atteint 60 cm, lui confèrent un caractère monumental. Cette embase est recouverte par un sol en mortier de tuileaux de 12 cm d'épaisseur, dont la surface lissée a fait l'objet d'un traitement particulièrement soigné, avec la disposition plus ou moins dense de petits fragments de terre cuite architecturale. À l'ouest, cette maçonnerie s'appuie contre un mur antérieur de même composition. D'axe nord-sud, sa fondation mesure 2,60 m de large. Son élévation, très partiellement conservée, mesure 1,15 m de large. Elle présente du côté est un parement en petits moellons calcaires régulièrement assisés, recouvert par 2 couches d'enduit en mortier rosé. Le sol, en mortier de tuileaux, vient recouvrir la fondation débordante du mur. Il est difficile d'estimer l'emprise totale de cette construction, en grande partie abîmée par de nombreux creusements postérieurs. Nous savons toutefois qu'elle ne se poursuit pas vers l'ouest, au-delà du mur, ni dans l'emprise d'un sondage ouvert au nord-est. Un fragment en a cependant été retrouvé lors de la réalisation d'une tranchée directement au sud de ce sondage. Nous pouvons donc en déduire que sa limite nord se situe entre cette tranchée et le sondage. Du côté est, les limites des terrassements nécessaires aux travaux ne nous ont pas permis de l'atteindre, tandis que du côté sud, la présence du café Serpente ne permet pas de poursuivre les recherches. Une fois repositionné sur le plan général et confronté aux données issues des fouilles anciennes, on constate que les 2 murs situés le plus à l'est s'inscrivent dans le prolongement méridional des murs du caveau Saint-Lubin, que nous avons précédemment mentionné. Le mur le plus à l'est se situe en effet dans l'axe du mur nord-ouest du caveau, et le mur ouest se situe dans le prolongement du mur dégagé par Merlet lors de la fouille du Chœur 1904. Les cotes altimétriques d'apparition de ces maçonneries, dont les arases se situent environ à 154 mètres NGF, paraissent cohérentes avec les niveaux auxquels les 2 murs sont conservés dans la crypte de la cathédrale. L'ensemble monumental auquel appartiennent ces maçonneries paraît donc s'étendre sur une longueur de 65 mètres au minimum. Les investigations archéologiques sont restées trop limitées pour déterminer si le 3e mur qui délimite la construction avec son sol de mortier de tuileaux à l'ouest se poursuit vers le nord. Si nous prolongeons son tracé et que nous le confrontons au plan de Merlet, nous constatons toutefois qu'il se positionne dans l'axe de la façade occidentale de la cathédrale de Fulbert, restituée d'après les découvertes de Lefebvre-Pontalis.
Bien entendu, ces recalages demeurent encore approximatifs et nécessiteront un nouveau levé topographique du caveau Saint-Lubin et de ses abords, afin de corréler avec le plus de précision possible les données archéologiques disponibles à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale. Alors pour conclure, la synthèse et les quelques nouvelles données que nous venons de présenter ne permettent pas encore, hein, vous l'avez compris, à ce stade, d'aller beaucoup plus loin et de proposer des hypothèses d'interprétation et de restitution. Néanmoins, la double focale que nous avons choisi d'adopter pour ce premier état des lieux permet de dresser quelques conclusions et de préciser les orientations ultérieures d'un travail de recherche plus approfondi qui reste à mener sur la cathédrale et ses abords. Les travaux de synthèse réalisés depuis plus d'une vingtaine d'années lors des différentes opérations archéologiques conduites à Chartres, hein, par la direction de l'archéologie et par d'autres opérateurs, ont précisé l'organisation de la trame viaire de la ville antique d'Autricum, dont vous voyez un plan ici, construite selon un plan orthonormé orienté à 45 degrés par rapport aux points cardinaux. Comme on l'a précisé tout à l'heure, cette orientation à 45 degrés par rapport aux points cardinaux procède d'un recalage par rapport à un plan primitif qui semble plus articulé sur les axes nord-sud et est-ouest. La cathédrale elle-même s'insère parfaitement dans cette organisation viaire antique, puisque l'édifice médiéval est installé à la jonction des deux axes principaux de l'agglomération antique. Le positionnement de la cathédrale du Moyen-Âge témoigne donc à lui seul d'une mémoire topographique évidente entre le paysage monumental antique et le paysage monumental médiéval. Les dernières découvertes effectuées du côté sud de la cathédrale paraissent confirmer et préciser cette forme de continuité topographique, puisqu'il apparaît que certaines maçonneries conservées dans la partie orientale de la crypte appartiennent en fait à un ensemble beaucoup plus vaste, qui aurait pu accueillir les premiers édifices de culte. Cela n'a rien d'étonnant en soi et illustre les solutions de continuité souvent adoptées entre les grands bâtiments antiques et les premières églises épiscopales, hein, comme l'ont montré les nombreux exemples que Christian a mentionné précédemment. À l'échelle de Chartres, il s'agit néanmoins d'une donnée particulièrement précieuse, alors même que les investigations archéologiques dans ce secteur de la ville demeurent rares. Reste désormais à caractériser précisément la nature des bâtiments qui purent accueillir les premières cathédrales, si c'est bien d'elles dont il s'agit, dans le contexte urbain de la ville tardo-antique, dont l'emprise exacte et les limites nous échappent encore largement. Je ne m'attarde pas sur les questions relatives à la question de l'enceinte, notamment, hein, qui pose beaucoup de problèmes. Pour cela, il apparaît nécessaire, en premier lieu, de poursuivre l'étude engagée sur le caveau Saint-Lubin, nous l'avons dit, afin de mieux caractériser la mise en œuvre des deux murs orientaux. Plus largement, c'est à une étude et à un inventaire systématique des maçonneries anciennes conservées dans la crypte de la cathédrale qu'il faudrait s'atteler, afin de repositionner l'ensemble de ces indices archéologiques sur un plan global qui est encore inexistant. La conduite d'une campagne de prospection géophysique par radar sol, là aussi pour s'inscrire dans la suite de ce qui a été dit précédemment, pourrait permettre d'étayer les données disponibles et d'identifier des anomalies potentielles à l'emplacement des différentes maçonneries dont nous avons parlé. Cette méthode d'investigation non invasive pourrait également être mobilisée dans la nef de la cathédrale pour actualiser les résultats difficilement interprétables acquis au début des années 90, alors que les outils ont considérablement évolué depuis 30 ans. Il conviendrait par ailleurs de mener un travail de reprise des données archéologiques anciennes disponibles sur les fouilles réalisées à l'extérieur de la cathédrale, afin d'établir avec plus de précision l'ampleur des vestiges monumentaux conservés aux abords de l'édifice. Le secteur situé au nord-est présente ainsi un potentiel archéologique important si l'on se réfère aux découvertes effectuées lors de la fouille de l'église Saint-Serge-Saint-Bac ou aux vestiges de canalisation antique encore préservés dans les caves du musée des Beaux-Arts. Ce secteur constitue probablement la jonction avec le forum, dont les vestiges ont été partiellement reconnus un peu plus au nord lors des fouilles conduites par Paul Courbin à la fin des années 60. Ces nouvelles recherches pourront constituer l'un des axes de travail d'un projet plus global conduit à l'échelle du cloître Notre-Dame, engagé dans le cadre de l'important projet de requalification du quartier. Elles rejoignent les enjeux d'enrichissement des connaissances sur l'édifice engagés dans le cadre du projet de restauration conduit avec persévérance par les services de l'État depuis une vingtaine d'années. Elles s'inscrivent également dans la suite logique du travail de fond mené par la direction de l'archéologie de Chartres pour appréhender les transformations de la ville depuis ses origines jusqu'à nos jours. Merci pour votre attention. Bien, je remercie les deux intervenants de cet exposé sur le Work in Progress